Salut les petits clous, vous connaissez la franc-maçonnerie, vous connaissez les Templiers, vous connaissez les Illuminati, en tout cas les théories qui gravitent autour, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ordre de la Rose-Croix? Un mouvement mystique, alchimique, parfois religieux, parfois politique, parfois philosophique. Bref, c'est un petit peu la foire à la saucisse et ça mérite qu'on jette un œil à cette histoire. L'ordre de la Rose-Croix fascine encore aujourd'hui car il cristallise à lui seul plusieurs grandes quêtes humaines. La recherche de vérité, l'harmonie entre science et spiritualité, et le rêve d'une sagesse universelle cachée. Les sociétés secrètes ont toujours attisé la curiosité. Elles évoquent des mystères interdits, des savoirs cachés ou une élite spirituelle qui manipulerait l'histoire dans l'ombre. De Jules Verne à Dan Brown, elles nourrissent autant les romans que les théories du complot. Et parmi ces groupes mystérieux, l'ordre de la Rose-Croix occupe une place bien à part. Pas tout à fait ésotérique, pas tout à fait philosophique, pas tout à fait religieux, c'est un petit peu un ovni spirituel qui a su traverser les siècles sans jamais vraiment se dévoiler. C'est justement ce flou qui le rend si passionnant. On va jeter un œil à cette histoire et passer en revue les croyances de ce mouvement. C'est parti. Tout commence en Allemagne au début du XVIIe siècle. Nous sommes à la croisée des mondes. La Renaissance s'achève, la réforme protestante a bouleversé l'Europe, les découvertes scientifiques s'accélèrent, mais la pensée magique et ésotérique reste très présente. L'imprimerie permet une diffusion massive des idées et les cercles érudits se multiplient. C'est dans ce contexte fébrile et passionné qu'apparaît un ensemble de textes qui vont mettre un petit peu le bazar dans les milieux intellectuels et spirituels de l'époque, les manifestes rosicruciens. En 1614, un premier texte voit le jour, la Fama Fraternitatis Rosae Crucis. Ce manifeste anonyme, publié à Kassel, dans l'actuelle Allemagne, prétend révéler l'existence d'une société secrète fondée 2 siècles plus tôt par un certain Christian Rosenkreuz. Celui-ci aurait voyagé en Orient pour y recevoir un enseignement mystique, initiatique et scientifique. De retour en Europe, il fonde une fraternité composée de 8 membres, chacun expert dans un domaine du savoir, et liés par un serment de discrétion. Ensemble, ils s'engagent à soigner les malades gratuitement, à transmettre leurs connaissances secrètement et à œuvrer à la réformation des sciences et des religions corrompues. La Fama insiste sur le fait que cette société existe toujours, qu'elle agit en silence et qu'elle invite ceux qui se sentent dignes à la rejoindre. L'effet est immédiat. Les cercles protestants, humanistes et hermétiques de toute l'Europe sont en ébullition. Certains prennent le texte pour une révélation authentique, certains pour une allégorie et d'autres pour une plaisanterie. Ouais, alors si c'est une plaisanterie, laissez-moi vous dire que l'humour allemand du XVIIe siècle, c'était particulier quand même. Des centaines de lettres circulent, certaines adressées directement à la fraternité, glissées dans les publications ou affichées dans les villes universitaires. L'année suivante, en 1615, paraît la Confessio Fraternitatis, second manifeste qui approfondit les principes de la fraternité. Il critique avec virulence la corruption de l'Église et appelle à une refondation spirituelle de l'Europe. Il insiste sur la nécessité d'une union entre science et foi, entre raison et révélation, dans un esprit de tolérance et de progrès. Il évoque aussi la venue prochaine d'une nouvelle ère marquée par la diffusion d'un savoir ancien enfin dévoilé. L'année suivante, en 1616, paraît le plus ésotérique des 3 textes, les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, un récit allégorique qui se présente comme le journal intime de ce monsieur, invité à un mystérieux mariage royal dans un château rempli d'épreuves initiatiques. Ce texte, truffé de symboles alchimiques et de scènes oniriques, est considéré comme une pièce maîtresse de la littérature hermétique européenne. Il fait appel à une lecture multiniveau, littéraire, philosophique, mystique et même psychologique. L'impact de ces textes est phénoménal. En quelques années, le nom de la Rose-Croix devient omniprésent dans les débats philosophiques, théologiques et scientifiques. Des penseurs comme Michael Mayer, Robert Fludd ou Comenius tentent de relier leurs travaux à l'esprit rosicrucien. D'autres, plus sceptiques, comme Marin Mersenne ou Jean-Baptiste Van Helmont,
dénoncent une imposture intellectuelle. Il faut dire que les textes posent une énigme majeure, on ne sait pas qui les a écrits, ni pourquoi. La piste la plus sérieuse mène à l'Allemagne du Sud et plus précisément à l'université de Tübingen, où un cercle d'intellectuels protestants, parmi lesquels figure Johann Valentin Andrea, explore la possibilité d'une réforme intellectuelle et spirituelle de la société. Andrea aurait écrit les Noces chimiques dans sa jeunesse, sous forme de satire allégorique, mais le texte aurait été récupéré et publié à son insu dans un contexte beaucoup plus sérieux. Lui-même affirmera plus tard avoir proposé une lubidrium, un jeu sérieux pour inciter à la réforme et non fonder un ordre réel. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Ou le miracle est accompli, ça dépend du point de vue de chacun. Très vite, des dizaines d'érudits se disent membres de la Rose-Croix. D'autres créent leur propre cercle rosicrucien, réel ou fictif. Le phénomène dépasse l'Allemagne. En France, en Angleterre, en Italie, les rumeurs d'un ordre caché enflamment les esprits. Certains croient voir dans la Rose-Croix une résurgence des Templiers, d'autres une société alchimique d'avant-garde, voire une église invisible préparant la fin des temps. En à peine 5 ans, la Rose-Croix devient un phénomène culturel bien au-delà de ses origines probables. Elle incarne à la fois l'esprit d'un renouveau, la peur d'une manipulation secrète et le fantasme d'un savoir interdit. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette organisation pose une question fondamentale. Et si l'histoire n'était qu'un voile derrière lequel agissent des forces discrètes mais bien réelles? Une fois le mythe lancé, rien ne peut l'arrêter. Les manifestes rosicruciens ont provoqué une onde de choc, mais leur effet le plus spectaculaire réside dans leur capacité à inspirer toute une constellation de groupes, de penseurs, d'artistes et d'organisations aux motivations variées. Ce qui au départ ressemblait à une fiction philosophique devient très vite le fondement revendiqué de nombreux cercles mystiques ou initiatiques. Dans les années 1620, on observe l'émergence de lettres, d'ouvrages et même de sociétés qui affirment entretenir un lien direct avec l'ordre de la Rose-Croix. Dans la confusion ambiante, certains groupes utilisent le nom pour asseoir leur légitimité, tandis que d'autres revendiquent de vivre selon les préceptes contenus dans la Fama et la Confessio. En l'absence d'organisation centrale ou de hiérarchie officielle, le concept même de Rose-Croix devient une sorte de label ésotérique un petit peu souple, prêt à être réinterprété par chaque génération. En France, l'abbé de Villars publie en 1682 le Conte de Gabalis, un dialogue satirique dans lequel il évoque les secrets des sages, les élémentaux et les sociétés initiatiques de son temps, influencés par le climat rosicrucien. En Angleterre, Robert Flood s'efforce de synthétiser les idées rosicruciennes avec la tradition hermétique chrétienne et la médecine paracelsienne. Mais c'est véritablement au XVIIIe siècle que la Rose-Croix connaît un renouveau décisif en se mêlant à un autre courant en pleine expansion, la franc-maçonnerie. Née officiellement en 1717 à Londres avec la création de la première grande loge, elle va rapidement se doter de hauts grades maçonniques dans lesquels s'infiltrent des références rosicruciennes. Par exemple, le grade de chevalier Rose-Croix devient l'un des plus emblématiques des rites maçonniques, tels que le rite écossais ancien et accepté. Il ne s'agit plus seulement de sagesse, mais de rédemption, de martyr et de triomphe spirituel. Le rosicrucianisme prend une tournure plus christique et plus symbolique. Cette convergence entre franc-maçonnerie et rosicrucianisme offre une structure rituelle à des idées jusque-là très fluides. Des loges entières s'affichent comme rosicruciennes, tandis que certains maçons cherchent à reconstituer un fil historique entre leur tradition et celle de Christian Rosenkreuz. D'ailleurs, c'est un phénomène typique du XVIIIe siècle, la quête de légitimité par l'ancienneté. Tout groupe initiatique cherche une filiation ancienne pour asseoir son autorité morale et spirituelle. D'ailleurs, c'est encore très présent aujourd'hui dans les milieux ésotériques ou alternatifs. On avance une idée en disant qu'elle vient d'Égypte antique ou de Grèce antique, et le spectateur se dit ah ben, si les Égyptiens d'Antiquité le disaient déjà, c'est que c'est forcément vrai. Et non, mon petit Michel. De une, l'idée qui est avancée vient pas forcément d'eux et on t'a menti, soit ça vient d'eux, mais ça peut aussi être une connerie. Bah oui, mais
C'est pas parce qu'ils étaient là avant nous que ça leur donne raison, hein. C'est pas le premier arrivé qui a gagné. Bref, il faut être très vigilant avec ce que l'on nomme l'appel à la tradition ou l'argument d'historicité. On avance jusqu'au 19e siècle qui constitue un véritable âge d'or pour les réinventions occultes. Les bouleversements politiques, les progrès scientifiques et l'effritement des repères religieux traditionnels nourrissent une soif nouvelle d'absolu et de mystique. Et c'est dans ce contexte que se développe un véritable ésotérisme moderne. Des figures marquantes comme Eliphas Lévi reprennent des éléments rosicruciens pour les intégrer dans une synthèse magique plus large, mêlant kabbale, tarot, alchimie et messianisme. Son influence est déterminante sur les générations suivantes, notamment celle de la fin du 19e siècle. On voit émerger des groupes structurés comme l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, fondé par Stanislas de Guetta, ou encore l'ordre de la Rose-Croix catholique et esthétique du Temple et du Graal, dirigé par Joséphin Péladan. Ce dernier est un écrivain flamboyant et un occultiste mondain. Il organise des salons artistiques sous l'égide rosicrucienne, réunissant peintres symbolistes, musiciens ésotériques et poètes mystiques. La Rose-Croix devient alors un trait d'union entre spiritualité et art, une manière de proposer une alternative à la décadence morale que ces cercles attribuent à la modernité matérialiste. Ce foisonnement d'initiatives crée parfois des tensions, des petites querelles de légitimité entre les différents courants. Mais cette diversité témoigne aussi d'une chose. La Rose-Croix, loin d'être un dogme figé, est devenue une forme, un symbole, un réservoir d'inspiration inépuisable. Elle peut prendre la forme d'un ordre initiatique, d'un cercle artistique, d'un réseau intellectuel ou même d'un mythe personnel. À la fin du 19e siècle, avec la naissance de la Société théosophique de Helena Blavatsky et la fondation de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, les éléments rosicruciens se trouvent dilués dans des structures ésotériques encore plus vastes. Mais leur empreinte demeure, la figure du chercheur de vérité, du voyageur intérieur, du réformateur silencieux continue d'habiter l'imaginaire occidental. La Rose-Croix n'est alors plus seulement une société secrète, elle est devenue un archétype, celui de l'initié moderne en quête de sagesse dans un monde en crise. La doctrine rosicrucienne est aussi fluide que ses multiples incarnations. Elle puise ses racines dans un système complexe d'influences antiques et médiévales. Dès les premiers manifestes du XVIIe siècle, elle est présentée comme un héritage des écoles de mystère de l'Antiquité, des traditions gnostiques, de l'alchimie médiévale et des sciences hermétiques. L'œuvre de Paracelse, les écrits néoplatoniciens, les spéculations des kabbalistes chrétiens comme Pico della Mirandello ou Reclin forment le socle intellectuel de la pensée rosicrucienne. Au fil du temps, ces principes évoluent, intégrant des éléments des Lumières, du romantisme mystique et même des sciences occultes modernes. Chaque génération de rosicruciens, réels ou symboliques, réinterprète les fondements. L'initiation devient personnelle et la transmutation devient psychologique. Cette capacité d'adaptation explique en partie la longévité du mythe rosicrucien dans l'histoire des idées occidentales. Parmi les croyances, on trouve par exemple l'initiation personnelle. La vérité ne se reçoit pas, elle se conquiert. Le chemin rosicrucien est avant tout un voyage intérieur, une quête de sens, une métamorphose. Le postulant traverse symboliquement plusieurs épreuves censées élaguer l'ego. Élaguer l'ego ? Élaguer l'ego, c'est rigolo ça. Élaguer l'ego. Oui, c'est musical. Hein. Bref, les épreuves dissipent l'ego, ça c'est mieux, et éveillent la conscience et surtout harmonisent l'être. L'initiation n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'un cheminement, rythmé par des prises de conscience successives, des purifications et des révélations intérieures. On trouve également la transmutation de l'âme. Inspirée de l'alchimie, cette idée avance que chaque être humain est une matière brute, pouvant être purifiée, éclairée et sublimée. Le travail intérieur s'apparente alors à l'œuvre au noir, au blanc puis au rouge. Dissolution des attachements, clarification des pensées et unification dans une sagesse profonde. L'objectif n'est pas de fuir la matière, mais de la spiritualiser, de la transformer par l'action juste et la pensée claire. On trouve aussi l'unité du savoir. Science, philosophie, art et religion ne sont pas opposés.
Ils participent d'une même réalité cachée, d'un logos universel. L'idéal rosicrucien refuse la fragmentation du savoir moderne et cherche des correspondances entre les disciplines. Le monde est un grand livre symbolique à décrypter. Cette recherche d'unité se retrouve dans leur intérêt pour les langues sacrées, les mathématiques mystiques ou les lois naturelles vues comme reflet d'un ordre divin. Dans les croyances fondamentales, il y a aussi la fraternité universelle. Le rosicrucien est appelé à aider l'humanité en secret, sans gloire ni récompense. Il agit pour le bien en harmonie avec la nature et les lois divines. Cet engagement discret vise à inspirer par l'exemple plutôt qu'à convertir par la force. Être rosicrucien, ce n'est pas appartenir à un club élitiste, mais porter une responsabilité morale et spirituelle au service d'un monde meilleur. À ces principes s'ajoutent des pratiques symboliques, l'utilisation de l'encens, de la lumière, des mandalas, des pentagrammes ou de la rose placée au centre de la croix ne sont pas des simples décors, ils forment un langage initiatique. Chaque objet devient un outil de méditation et un miroir de l'âme. Les cérémonies rosicruciennes, souvent tenues dans des temples ou des espaces consacrés, font appel à une gestuelle codifiée, à des couleurs symboliques, à des invocations rituelles qui mettent le participant dans un état de réceptivité intérieure. La rose, symbole d'amour, de sagesse et d'éveil, incarne l'essence divine, subtile et cachée dans chacun d'entre nous. La croix, symbole de la matière, de la souffrance et de l'incarnation, représente le monde terrestre et les épreuves de l'existence. Ensemble, la rose et la croix symbolisent l'union du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible, de la nature humaine et de la nature divine. C'est la promesse que la beauté peut fleurir au cœur de la douleur et que le divin s'incarne dans l'humain. D'autres symboles sont utilisés selon les filiations. L'épée qui représente la volonté, le calice symbolise la réceptivité, la lumière pour l'illumination, le miroir et la connaissance de soi, ou encore l'étoile qui est le symbole de la guidance. L'univers entier devient un temple dans lequel chaque détail a un sens caché. Les rituels varient selon les branches. Certains pratiquent des méditations silencieuses, d'autres organisent des cérémonies codifiées avec tenue, gestes et mots de passe. L'objectif n'est pas d'avoir un effet spectaculaire, mais de travailler à sa transformation intérieure. Même les pratiques les plus sobres respectent une logique symbolique. Poser une rose, tracer un cercle, lire un passage sacré, allumer une bougie, etc., etc. L'intention est toujours de se relier à un ordre supérieur, d'aligner sa conscience avec une vérité plus vaste que soi. Certaines branches rosicruciennes proposent des enseignements sur la santé, l'alimentation, la respiration, les rêves, les cycles lunaires ou l'influence des planètes. Le corps est perçu comme un microcosme du monde, et en prendre soin, c'est aussi honorer le divin en soi. La vision holistique du rosicrucianisme permet de penser l'être humain comme un pont entre terre et ciel, entre visible et invisible, entre la matière et l'esprit. En résumé, la spiritualité rosicrucienne ne se veut ni religion figée, ni science occulte rigide. Elle se présente comme une voie vivante, évolutive, qui cherche à reconnecter l'homme à lui-même, aux autres et à l'univers dans une dynamique de paix, de sagesse et de service. La rose-croix n'a jamais été une structure figée, et dans le monde contemporain, elle prend des formes multiples. À mesure que les sociétés évoluent, les ordres rosicruciens se sont adaptés, chacun à leur manière, à la modernité, au numérique, à la mondialisation, tout en conservant les fondements d'une quête spirituelle intime. Parmi les organisations actuelles, la plus connue est l'Amorque, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, fondé au début du XXe siècle par Harvey Spencer Lewis. Il s'agit d'un ordre structuré, international, avec des enseignements progressifs divisés en différents livrets envoyés aux membres. Les thèmes abordés couvrent un spectre assez large: lois naturelles, méditation, alchimie interne, symbolisme, santé, psychologie, cosmologie, etc. Chaque semaine, l'étudiant reçoit une leçon qu'il peut lire et méditer à son rythme. L'Amorque a des temples, des loges et même un siège carrément sympathique à San José en Californie, avec une pyramide, des jardins initiatiques et une bibliothèque ésotérique. Ils organisent aussi des événements publics, des séminaires et se veulent très transparents.
Loin du cliché de la secte obscure, il se présente comme une école de philosophie initiatique non religieuse ouverte à toutes les croyances. À côté, d'autres mouvements comme la Rose-Croix d'Or mettent l'accent sur la transformation intérieure par le détachement de l'ego. Leur approche est plus mystique, presque ascétique, c'est-à-dire qu'elle tend vers une perfection. Ils parlent de l'âme divine endormie qu'il faut réveiller et de l'homme ancien qu'il faut dépasser. Le vocabulaire y est très spirituel, parfois abstrait, et l'enseignement se vit à travers une communauté engagée et silencieuse. On trouve aussi des groupes plus confidentiels, des loges indépendantes, des cercles en ligne qui se réunissent autour d'un intérêt commun pour la symbolique rosicrucienne, le tarot, l'alchimie ou l'hermétisme. Certains revendiquent une filiation directe avec les manifestes du XVIIe siècle et d'autres inventent leur propre tradition. La diversité est immense et la qualité, disons qu'elle est variable. Certains cercles sont sincères et structurés, fort heureusement ils représentent la majorité, mais d'autres ressemblent pas mal à des dérives commerciales ou sectaires. On trouve notamment des formations à des prix très élevés, un langage un petit peu obscur et une absence de contrôle doctrinal. C'est une minorité, mais elle existe. Malgré cette variété, un noyau commun persiste. Dans tous ces mouvements, on retrouve un même appel, chercher en soi une lumière, une vérité et une harmonie. Loin d'un dogme, la Rose-Croix se veut une voie libre, une discipline de vie, une manière de voir le monde et de le rendre plus compréhensible, plus beau et plus juste. Aujourd'hui, la Rose-Croix est aussi numérique. On trouve des forums, des chaînes YouTube, des podcasts ou encore des blogs. Le savoir se diffuse, parfois superficiellement, parfois en profondeur. Certains regrettent cette vulgarisation, d'autres s'en réjouissent. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais été aussi facile d'accéder à ces traditions longtemps réservées à des cercles restreints. En définitive, les rosicruciens d'aujourd'hui sont aussi variés que les sociétés dans lesquelles ils vivent. Mais ils ont en commun le goût du symbole, de la connaissance et du silence intérieur. Que ce soit dans un temple californien ou devant un écran en Bretagne, le chemin reste le même, une ascension patiente vers la lumière intérieure. L'ordre de la Rose-Croix est bien plus qu'une curiosité historique ou un folklore ésotérique. C'est une idée vivante en perpétuelle métamorphose. Des manifestes de Tübingen aux rituels modernes, des alchimistes du XVIIe siècle aux chercheurs de vérité du XXIe siècle, ils incarnent la quête d'un sens caché, d'une sagesse universelle, d'un pont entre l'humain et le divin. Ce qui fascine dans la Rose-Croix, c'est moins son origine, que certains jugeront fictive, que sa capacité à renaître sans cesse, à résonner avec chaque époque, à proposer un espace intérieur de réflexion et de transformation. Son symbolisme riche, sa promesse d'un savoir réservé à ceux qui cherchent sincèrement et sa tolérance à l'égard de toutes les croyances en font une voie atypique mais profondément humaine. Qu'elle soit étudiée comme mythe, pratiquée comme spiritualité ou critiquée comme organisation, la Rose-Croix demeure un point de convergence entre histoire, mystique et imaginaire, une passerelle entre la raison et l'intuition, entre le connu et l'inconnu. La Rose-Croix continue de poser une question simple mais essentielle. Et si la lumière était encore à chercher dans les ténèbres ?